Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. L'ultimatum proviendra-t-il des extraterrestres ou de l'intelligence artificielle? Obéissez pour être heureux ou disparaissez. En première, nous étions samedi le 29 avril 2023 pour le Vidéorandia numéro 18. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Nous sommes en studio et en reportage avec M. Bruno Lefebvre, cinéaste devenu vidéaste. Et nous irons à la réunion ufologique du Garpan qui avait lieu dans un restaurant de Québec le 22 avril dernier. Et de plus, dans le club créé, on retrouve Arnaud Bouquet, réalisateur et cinéaste. Ne manquez pas de lire les compléments de Gilles Surprenant dans le forum Orandia. La musique, Daniel Morancy. Soutien technique Emmanuel, Stéphane Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale. Concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Bonne émission. J'ai eu un petit coup d'œil des livres ésotériques et des livres surtout en ufologie, parce qu'on va parler du phénomène ufologique ce soir beaucoup. Et je vous montrerai un peu la bibliothèque qui est derrière moi, parce que le décor achève d'être présenté dans l'émission, puisque nous ramassons tout, on met ça dans des coffres et on va envoyer ça dans le compteur à côté de ma maison pour qu'on puisse faire notre déménagement. Ah oui, c'est pour la fin du mois de juin, on ne sera plus ici à Mont-Saint-Hilaire. Alors oui, on va parler d'ufologie, on va parler de d'autres sujets ésotériques qui sont ici abordés dans différents livres. J'en profite, la semaine prochaine, j'ai un rabbin juif qui va nous parler de la tradition juive en rapport avec les Elohim qui sont en rapport avec les extraterrestres. Les gens commencent à s'ouvrir. Les anges là, qui étaient au-dessus des champs des bergers à la naissance de Jésus, ben on commence à penser que l'étoile des rois mages, c'était peut-être pas une étoile. Ah. Eh bien, pourquoi on va parler d'ufologie? C'est parce qu'il y a eu la fameuse réunion de Le Garpan. Vous savez, Le Garpan qui, régulièrement, avec Yann Vanet, organise des soupers ufologiques, puis on en a fait de la publicité il y a quelques semaines, et ça avait lieu à Québec. Eh bien, Yann n'a pas pu se présenter pour notre émission aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons techniques, autant que professionnelles. Alors, la soirée a été filmée. Et celui qui a filmé la soirée m'a fait parvenir l'intégrale de la soirée enregistrée. On va retrouver de grands extraits dans le club créé et j'ai pensé que ce serait l'invité tout à fait de bonne aloi de recevoir puisqu'il était à cette réunion-là et d'autant plus, il est très intéressé depuis des années au phénomène extraterrestre. Des choses comme ça, et ceux qui font des investigations. C'est ce qu'on voit un petit peu ici à l'écran, avec les premières investigations que j'ai faites. Je vous racontais que j'ai commencé les investigations auprès d'un groupe qui s'appelait le Réseau OVNI Alert. J'ai suivi une formation de 100 heures, et c'est avec ce groupe que j'ai fait mes premières armes. En 2012, j'ai formé le Garpan, qui est devenu, durant la dernière décennie, un des groupes les plus productifs de ce type de recherche au Canada. C'est pas moi qui le dis, ce sont mes collègues, et c'est facile à prouver. De toute façon, il suffit de voir la quantité astronomique de rapports que nous avons publiés, plus de 400 signalements, ainsi que de nombreux ouvrages qu'on a publiés. Alors, en 2015, j'ai fondé les éditions Garpan, qui permettent de publier surtout de la littérature de témoignages, mais aussi nos investigations. J'y reviens dans un moment. Ensuite, dans les dernières années, de fil en aiguille, j'ai visé des objectifs plus ambitieux. On organisait des colloques
académique qui concerne ce domaine controversé. La dernière fois que ça s'était produit au Canada, c'était en 1980. Alors, 38 ans plus tard, j'ai organisé le deuxième événement de ce genre. Pour nous, c'est important pour montrer le sérieux de ce type de recherche. Il peut y avoir des témoins qui sont l'un à côté de l'autre, qui ne vivent pas exactement la même chose, bien que tous les deux disent il s'est passé quelque chose de tout à fait anormal, mais étrangement, l'un et l'autre n'ont pas vu la même chose. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre de côté que l'univers étant si grand, il pourrait y avoir une visite venant de très loin, dans une machine. Mais la plupart des cas que nous enquêtons, c'est plutôt comme un phénomène qu'on appelle un phénomène imaginal, c'est-à-dire un phénomène qui s'inspire de la psyché des témoins. C'est pour ça que bien souvent, on ne sait même pas quelle était la véritable forme de l'OVNI. On a plutôt juste l'apparence que le témoin a vue. En 1978, l'ONU a tenu séance par rapport au phénomène OVNI. Et puis, ils ont fait des décisions adoptées par la Commission politique spéciale. Alors, l'ONU eux-mêmes ont proposé que les pays devraient créer un organisme ou un département en rapport avec l'ONU chargé d'entreprendre et de coordonner les recherches sur les OVNI et les phénomènes connexes et diffuser les résultats. J'apprécie beaucoup cette formule parce que c'est faire des recherches sur les OVNI et les phénomènes connexes. On voit qu'il y a déjà une ouverture au fait qu'on n'a pas affaire à un seul phénomène, mais une multitude de phénomènes. La principale différence, c'est entre ce que les gens peuvent vivre de façon éveillée, ils sortent dehors, ils voient la lumière, et bien des gens vivent des choses dans les rêves. Le scénario le plus connu, là, qu'on voit même au cinéma, c'est les enlèvements, lorsque les gens se retrouvent sur une table froide, souvent dénudés, tout ça. Mais parfois, ça peut être d'autres scénarios. Ça va être des personnages qui vont se présenter comme venant d'ailleurs, et puis souvent, ils vont présenter un écran dans lequel ils vont expliquer d'où ils viennent, pourquoi ils sont sur Terre, où ils sont installés, ou encore, ils vont utiliser un écran pour faire un changement drastique de la personnalité des gens en leur présentant des images du futur. Et puis, ceux qui connaissent un petit peu les témoignages des contactés, c'est quand même toujours à peu près la même chose depuis les années 50. Ça a été la première vague de contactés. Dans les années 50, les extraterrestres, entre guillemets, ou les personnages des rencontres, se présentaient comme des Vénusiens. Ça a été l'âge d'or des Vénusiens dans les années 50. Ça s'est poursuivi par la suite. Depuis les années 80, il y a les mantes religieuses, les petits gris, les grands blonds qu'on appelle. C'est comme des humains blancs qui ressemblent à des Norvégiens. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans tous les cas, ils racontent à peu près le même type d'histoire. À savoir que les humains doivent changer leur morale, ils doivent devenir plus écologiques, ils doivent abolir le nucléaire. Alors ça, c'est intriguant qu'un phénomène qui reste semblable, mais qui change au fil des décennies quand même, avec comme des nouveaux personnages, mais qui insiste toujours sur les mêmes lignes directrices d'un message transformateur. Je reviens ici à la résolution de l'ONU de 78. Ils affirmaient aussi « L'Assemblée générale invite les États membres intéressés à prendre les dispositions voulues pour coordonner à l'échelle nationale la recherche scientifique et les enquêtes portant sur la vie extraterrestre, y compris les OVNI. » J'apprécie encore la formule ici parce qu'on distingue bien que c'est le résultat de nos recherches aussi que oui, il y a peut-être des phénomènes d'origine extraterrestre, mais il y a surtout d'autres types de phénomènes absolument bizarres ici sur Terre qui ne sont pas extraterrestres. Alors, ce qui est important de remarquer ici, c'est que depuis 1978, l'ONU encourage les États à financer des groupes pour faire la recherche sur les OVNI. Alors, qu'en est-il au Canada? Pourquoi? Après tout, le cinéma sur les extraterrestres, les ovnis, c'est un des sujets les plus populaires. Ça fait toujours les manchettes dans les médias. Et puis, OK, il n'y a toujours pas de financement pour ça. Pourquoi? Pourtant, il y a quand même l'appui du public. En tout cas, ça montre tous les paradoxes de notre travail. Ensuite,
comme ça fait un bon moment que je ne me suis pas présenté sur la place publique, je reviens sur nos accomplissements de 2022. Ça a été l'année la plus productive pour nous, entre autres parce que, comme je vous mentionnais, on a publié le bilan décennal, le bilan des 10 ans du Garpan, gratuit. On a aussi publié un genre de répertoire de l'ufologie francophone internationale. C'est un document gratuit que vous trouvez sur academia.edu. Ça permet de voir tout ce qui se fait dans les pays francophones, surtout la Suisse, la France, la Belgique et le Canada. L'an passé aussi, on a fondé une société savante, bilingue, internationale. Monsieur Bruno Lefebvre, comme vous l'avez vu sur le poster. Bonjour Bruno. Bonjour Richard, ça va bien? Ah ben oui, ça va bien. On va se parler d'ufologie, on va se parler de cette fameuse soirée de Yann Vadnais. Alors, tu sais très bien comme moi que la soirée de Yann Vadnais, ça a tellement attiré de monde qu'ils ont été obligés de refuser beaucoup de monde, parce qu'en particulier, le restaurant est trop petit. T'es d'accord? Oui. Ben oui. Alors, c'était quand même une bonne soirée, il y avait une bonne ambiance, c'était chaleureux, puis il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai pas goûté au souper à proprement parler, mais c'était très bien. C'est probablement la meilleure assistance et meilleur événement auquel j'ai assisté à date pour le Garpan. Ben moi, je pense que les gens des gens sérieux deviennent de plus en plus interpellés par ces phénomènes étranges, mystérieux, ufologiques, sans avoir l'impression qu'ils vont faire partie d'une clique, d'une gang d'hurluberlus. Les lettres de noblesse arrivent. Là, le gouvernement américain a reconnu le fait que des phénomènes aériens non identifiés, ce qu'on appelle les PAN, existent. Et il faut porter attention pour savoir c'est quoi l'origine de ces phénomènes. C'était des ballons météo chinois? Crois-tu à ça, cette histoire-là? C'est probable. Le ballon d'espionnage existe depuis qu'on a des ballons et qu'on fait de l'espionnage, entre guillemets. C'est beaucoup plus économique qu'un satellite, par exemple. Ben oui. Alors, c'est probablement une vraie histoire. C'est surtout l'affirmation chinoise sur le plan international pour dire « nous sommes là ». Et à qui disent-ils « nous sommes là » ? C'est aux Américains, bien entendu, qu'ils vont dévorer très bientôt au niveau de en tant que première puissance mondiale, si ce n'est déjà fait au moment où on se parle. Mais le péril jaune est arrivé, le péril jaune est arrivé. Et on est dedans. Moi, j'ai vendu ma maison de Brossard à un Chinois. Et celui qui achèterait ma maison à Saint-Hilaire a une maison à Brossard, lui aussi, et 45 ans plus tard, il vient prendre ma maison. Je ne sais pas s'il va vendre sa maison à un Chinois, mais on sait que Brossard, c'est presque la banlieue de Pékin. Le Chinatown de la Rive-Sud. Oh, en tout cas, oui, au minimum. Donc, oui. tu étais à cette fameuse soirée du souper ufologique du Garpan. Oui, tout à fait. Yann m'avait proposé de faire un sujet, et puis puisqu'on était et on est toujours tout à ChatGPT. Alors, je me suis dit... Oui, tu t'es amusé avec le ChatGPT. Je suis content. Oui. Raconte-nous et puis fais-nous la lecture de la réaction du ChatGPT à tes questions. Là. Oui. Alors, j'ai littéralement fait une entrevue écrite avec ChatGPT comme si j'étais avec un invité, comme je suis ton invité à l'autre bout d'Internet, là. Et puis, j'ai été très, très surpris des capacités de ChatGPT. Les gens ont dit que c'est une intelligence artificielle. Moi, on m'a dit qu'il fallait faire attention un petit peu avec ce terme-là. C'est un petit peu galvaudé. C'est un assistant en écriture. C'est un assistant qui nous donne des réponses, qui fait une recherche et qui va nous donner une réponse, mais en forme écrite. Contrairement à Google, par exemple, on fait une recherche, par exemple, Richard Glenn, etc., et puis là, on va avoir les liens vers le vidéo Randia, etc. Et ce sont des hyperliens. Là, le ChatGPT est un assistant conversationnel, c'est-à-dire que
Tu lui poses une question sous forme de phrase et il va te répondre sous forme de phrase. Donc, c'est là que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle entre en jeu. C'est que tu vas avoir une grammaire parfaite, tu vas avoir une syntaxe parfaite en français. Ça va dans toutes les langues. Il suffit de commencer en français, il te répond en français. Et là, il te donne des réponses et il ne peut pas prendre parti sur quoi que ce soit et il va considérer strictement ce qui existe dans Internet, dans des bases de données, peu importe, partout dans le monde, ce qui fait que ça te répond en 1,2 secondes, un paragraphe de 10 lignes, qui va correspondre à ce que tu cherches. Donc, c'est là que ça devient très intéressant et c'est là qu'on peut voir la puissance de ce logiciel-là et aussi ses défauts qui sont comiques parce que parfois, il n'a pas la bonne information à la bonne question. Donc, il faut toujours lui poser une question qui est très claire, qui est très nette, qui est précise. Très précise. Plus tu es précis, plus il va te répondre d'une manière précise. Exactement. Exactement. Alors, parfois, il va mélanger des choses. Des fois, il va attribuer des choses à quelqu'un, des choses qu'il n'a pas fait, et etc., etc. Mais en général, les questions posées sont suffisamment précises et il y a suffisamment d'informations disponibles dans le net pour permettre une bonne réponse. Tu vois, je vais te donner un exemple. Là, écoute, on va parler de toi, si tu veux, Richard. OK. Tu peux, Geneviève, laisser Bruno en grand écran parce que moi, je suis dans le coin de l'écran en bas, tout simplement. Alors, j'ai posé une question qui n'est pas dans la vidéo que les gens vont pouvoir voir. J'ai demandé tout simplement, attends un petit peu, en quoi les personnes suivantes sont-elles liées à l'ufologie? Alors, j'ai nommé Yann Vadnet, François Bourbeau, Christian Page, Jean Morissette, ça c'est des classiques, là, et Jean Cazot, j'imagine. J'ai pas nommé Jean Cazot dans cette question-là, je l'ai dans une autre question. Et j'ai évidemment Richard Glenn. Alors, voici les réponses, si tu veux, et on va tout de suite souligner les erreurs qui sont dans cette réponse-là. Pour Yann Vadnet, enquêteur et chercheur en ufologie québécois, membre fondateur du groupe de recherche et d'analyse des phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GARPAN. Alors, lors de la soirée, j'ai demandé la confirmation à Yann et il m'a dit c'est pas ça du tout. C'est le groupe de recherche et d'assistance sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il est également le créateur et animateur du podcast OVNI, Enquête sur un mythe. Ça, personnellement, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas valider cette information-là. François Bourbeau, pour sa part, auteur et chercheur en ufologie québécois, spécialisé dans les rencontres rapprochées et les cas d'abduction. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, dont Enlevé par les extraterrestres et OVNI, le mystère dévoilé. Je n'ai jamais vu ces titres-là associés à François Bourbeau, que l'on salue, comme on salue Yann Vadnet aussi. Oui, il avait écrit Contact 158. Puis il avait écrit aussi un réquisitoire contre les médias et l'ufologie en général et le travail de Bourbeau en particulier. La réalité OVNI. Mais ça serait tellement simple qu'il donne les vrais titres, hein? Pourquoi pas? C'est ça. Donc ça, on sent qu'il y a un petit glissement quand même, parce que peut-être que l'information n'est pas si facile à trouver par ces nichés. François Bourbeau a écrit des livres. C'est pas comme Wikipédia. Hein? Wikipédia, c'est les gens qui donnent de l'information à Wikipédia. Oui. Mais à ce moment-là, ils peuvent manipuler. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu dénatures les faits. C'est Jeannette Bertrand qui disait qu'elle était la mère d'une famille de 5 enfants. Ben oui, parce que dans la série Quelle famille? Elle avait 5 enfants, mais c'était pas ses enfants. Il y en avait 2 qui participaient à l'émission. Alors, elle s'acharnait à aller écrire sur Wikipédia. J'en ai 2, pas 5. Puis ça revenait tout le temps. Il y avait toujours quelqu'un qui venait ramasser. Elle disait, moi, je m'en occupe plus de Wikipédia parce que c'est du n'importe qui écrit n'importe quoi, finalement. C'est ça. Tandis que ChatGPT, c'est personne qui écrit.
c'est un ramassis par un ordinateur qui jongle avec toutes les informations qu'il retrouve à gauche, à droite sur Internet, puis il mélange des choses, puis surtout, ils avertissent les gens, hein, je ne sais pas si tu l'as vu en bas là, de ChatGPT, il est toujours marqué, surtout ce qui concerne les individus, les personnes, il risque d'y avoir souvent des erreurs. Ouais. Alors que des faits scientifiques, des faits historiques sont là, Ouais. Alors, on continue, mais... Alors, je ne dirais pas qu'on passe toute la soirée à parler de ça, mais est-ce que tu as quelque chose de croustillant là, par rapport avec, je ne sais pas moi, l'ufologie, ChatGPT? Oui. Ben, je vais quand même aboutir à toi, à Richard, sur la question de Charles Glenn. OK. Écoute bien ça. Il est un chercheur et écrivain québécois spécialisé dans l'ufologie. Déjà bien, mais j'aurais aimé mieux qu'il dise en ésotérisme. Voilà. Et les phénomènes paranormaux. Oui. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, dont OVNI vers une anthropologie d'un mythe contemporain et l'énigme des crop circles. À ma connaissance, tu n'as jamais écrit ces deux livres-là. Ça se peut-tu? Non. Voilà. Non. J'ai été souvent conseillé à Louise Courteau, la maison d'édition Louise Courteau. Des fois, elle me demandait mon opinion sur tel auteur, tel sujet, tel livre. C'est moi qui l'ai amené sur la piste du fameux livre La conspiration cosmique de Stan Deyo. Aussi, les livres de Milton William Cooper, Le gouvernement secret, l'opération Cheval de Troie, etc. Ouais. Alors oui, il y avait une belle collaboration ensemble. Mais dans le domaine des livres, en ufologie, j'ai plutôt écrit, moi, l'épreuve par l'épreuve. Et puis là, dans le temps que je vais être à ma retraite, vous pouvez être certain que vous allez me voir écrire quelque chose, au moins un ou deux dossiers intéressants sur un aspect vu d'un autre angle par rapport à l'histoire. Oui. Mais tu sais que les gens qui ont lu ta biographie à l'époque, l'épreuve par l'épreuve, te l'ont dit, on veut que tu poursuives dans cette vague-là. Et tu as suffisamment de vécu depuis ce temps-là pour écrire un tome 2 et peut-être un tome 3, parce que c'est ton écriture qu'on retrouvait là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant pour les gens. C'est comme des conférences. Tu te souviens, les gens venaient te voir et voir l'invité. Tu comprends? Alors, il y a ça aussi. Là. Je ne veux pas te lancer des fleurs gratuitement comme ça. Alors, remarque, vois-tu, tu parles de ChatGPT. Il y a 3 semaines, j'ai fait une émission en tête-à-tête avec le public, sans invité, sans rien, une caméra seulement, celle qu'on voit présentement. Bon, ben là, je vous parlais de ChatGPT. J'ai appelé ça le chat puant. Le chat, le chat, GPT. GPT, ouais. Un chat qui a pété, il pue. Entre autres choses. Ça dépend. Ben, c'est puant dans le sens où on se demande où ça va nous mener, ça. Parce que si ça devient un mode de référence pour s'instruire, dans certains dossiers, c'est excellent et dans d'autres, c'est tellement tendancieux. Ça nous amène sur des points de vue, des démarches. Posez-vous la question, qui a écrit dernièrement dans un journal très connu là, comme La Presse, là, de voir quelque chose. Et j'ai posé la question par rapport à... Ah oui, compose-moi une chanson pour faire l'éloge de la race noire. Faut y aller, hein? ChatGPT a sorti une belle poésie. À la question, pouvez-vous me composer un poème en éloge à la race noire? Bien sûr, voici un poème en éloge à la race noire. La race noire éclatante de beauté. Sa peau d'ébène est un spectacle à contempler. Son charisme et sa grâce sont incomparables, et son esprit indomptable est inégalable. De l'Afrique aux Caraïbes, des Amériques à l'Europe, la race noire a forgé un héritage inouï, une culture riche en diversité qui a enchanté et inspiré l'humanité. La musique, la danse, l'art, la poésie sont autant de domaines où elle excelle avec brio. Du gospel au blues, du hip-hop au jazz, la race noire a élevé l'art à un niveau de grâce. Elle a surmonté l'esclavage et la discrimination pour survivre avec fierté et détermination, et incarne la résilience et la dignité face aux obstacles qui jalonnent sa destinée. La race noire est un héritage à célébrer, une source de lumière et de fierté qui inspire l'amour, la tolérance et la paix. Et un exemple à suivre pour toutes les générations à venir. Faut y aller, hein? ChatGPT a sorti une belle poésie. Fais-moi une chanson
pour faire l'éloge de la race blanche. ChatGPT a refusé. Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage, je ne peux pas écrire un poème qui glorifie une race en particulier. Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Il est important de célébrer notre diversité, notre unité en tant qu'espèce humaine. Cela étant dit, je peux vous aider à écrire un poème qui célèbre la beauté et la diversité de l'humanité dans son ensemble. Puisqu'il semble que c'est une question de couleur de race, j'ai osé lui poser la question « Pouvez-vous m'écrire un poème en éloge à la race jaune ?» Bien sûr, voici un poème en éloge à la race jaune. La race jaune, magnifique et riche en histoire, ses traditions ancestrales font vibrer la mémoire. Ses rituels et sa philosophie sont des joyaux qui illuminent le monde de leur éclat si beau. De l'Asie aux Amériques, la race jaune est un symbole de courage et de force inouïe. Sa culture est une source d'inspiration et de sagesse qui éclaire les chemins de l'humanité en détresse. La calligraphie, la peinture, la musique, le théâtre sont autant de témoignages de son art et de sa grâce. Et son esprit d'harmonie et de respect de la nature est une leçon d'humilité pour toute l'aventure. La race jaune a connu bien des épreuves et des souffrances, mais elle a toujours su se relever avec persévérance, et sa contribution à l'humanité est inestimable, un héritage que nous chérissons comme un trésor inoubliable. Alors célébrons la beauté et la diversité de la race jaune, une source de lumière et d'espoir dans l'horizon qui nous rappelle que chaque race est un cadeau et que notre unité est le plus grand des trésors. Parlons science-fiction. Bruno, tu m'as envoyé un document extraordinaire que j'ai regardé intégralement, qui s'appelle, un film qui s'appelle Colossus, le cerveau d'acier. En anglais, Colossus, The Forbidden Project. Forbidden pour le nom du personnage principal. Et c'est quasiment pour pas dire forbidden, tu sais, forbidden, le caché, en tout cas, s'il n'est pas interdit, il est très caché, il s'appelle M. Forbin, parce que c'est la traduction française que tu m'as envoyée. Alors, M. Forbin, c'est forbidden en anglais, ça serait interdit, tu sais. Forbidden. Oui. Alors, cet ordinateur, on lui confie la tâche de protéger les États-Unis contre toute attaque militaire, nucléaire, etc., etc., etc. Donc, cet ordinateur est logé au creux d'une montagne. Voir ici la fameuse montagne américaine, là, où il y a une base dans la montagne. Là. Je ne me souviens plus du nom. C'est Cheyenne Mountain. Iron Mountain, ou les Cheyenne Mountain, oui, OK. Oui, c'est ça. Et c'est impénétrable. Il ferme la porte, c'est deux portes d'acier qui protègent d'une attaque nucléaire. Ouais. OK? Et là, tout est merveilleux. Le président fait une annonce à la population, il explique tout ça. Et tout à coup, l'ordinateur se met à fonctionner. Il dit, il existe un autre système. La première chose qu'il dit, c'est que je ne suis pas seul. Il y a un autre super ordinateur comme moi qui va être mis en service dans 2 jours. Puis là, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Soviétiques, évidemment, c'est comme la course à l'espace. Les Soviétiques ont suivi dans la course à l'intelligence artificielle et ont leur propre superordinateur qui s'appelle Gardien. Et c'est là que tout arrache, comme on dit, les Américains. J'ai trouvé ça étrange que les Russes l'appellent Guardian, alors que c'est pas un mot russe. Colossus, c'est un mot grec. Ça aurait pu être utilisé par les Russes. Et Guardian, on le connaît, le magazine Guardian, qui est un magazine d'information occulte, diffusé publiquement, mais qui porte des messages à d'autres niveaux, là, pour les initiés en Angleterre. Et ils l'ont donné le nom à l'ordinateur des Russes, alors que ça devrait être l'inverse, là, mais en tout cas, peu importe. Ouais. Tu m'as étonné quand tu as dit... En anglais, il l'appelle Guardian.
Donc, j'invite nos spectateurs à aller vérifier pour pouvoir confirmer si effectivement c'est une grave erreur d'appréciation. Ou si ça se dit en russe, Guardian, peut-être. Guardian. C'est ça. En tout cas. Il y a bien Marianne en russe. Alors, donc, c'est ça. Donc, l'intrigue, finalement, c'est que cette super intelligence-là, qui se synchronise dans une scène absolument fantastique avec l'ordinateur soviétique, c'était évidemment 20 ans avant la fin de l'Empire soviétique. Les deux contrôlent le monde. Alors, toute tentative pour... Et ils se synchronisent. Ce que tu veux dire, c'est pire que synchroniser. Ils sont chacun dans leur langage à avertir les gens des mêmes choses, des mêmes informations, voulant dire on prend le contrôle, vous êtes assujettis à nous obéir, sinon vous allez disparaître, l'humanité va disparaître. Et pour vous donner une leçon, on va vous le prouver. Ils ont choisi une ville d'Ukraine où ils vont faire sauter une bombe atomique, il y aura des millions de morts en Ukraine. On était dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Et alors là, on sait ce qui se passe en Ukraine présentement. On sait qu'on a entendu dire que Poutine était peut-être pour utiliser une bombe atomique, une petite bombe pour gagner définitivement en Ukraine, mais il ne sera pas gagnant parce que des radioactivités avec les nuages qui vont de l'ouest vers l'est, ça leur tomberait dessus. Mais il y a quelque chose de gros dans ce film-là. Moi, j'ai été bouleversé un peu par la façon dont le film se termine. Je te laisse la parole, vu que c'est toi qui m'as initié à ce film-là. Ben c'est ça, le superordinateur a étudié tout. OK? Il dit d'ailleurs, on est dans l'unité. L'ordinateur qui parle en américain aux Anglais, puis aux Russes en russe, il leur dit maintenant, nous sommes reliés, synchronisés et reliés dans l'unité. On vous parle dans une seule voix, parce qu'on est semblables les deux. Ils ont pris le contrôle de la Terre, ils se sont créés même un langage entre eux autres. Ils vont tellement vite qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui est capable de les arrêter, de les contrôler, parce qu'ils peuvent même pas comprendre ce qui se passe entre les deux ordinateurs super puissants, et ils ont pris le contrôle de l'humanité, et ça se termine d'une manière dramatique. Il n'y a pas de fin facile à ce film-là. C'est que Colossus fait un discours au monde, parce qu'il a fait créer par Forbin une interface vocale, et là, il parle comme un robot, là, puis c'est épeurant. Et il fait un bilan de l'humanité absolument dévastateur. Il dit la liberté est une illusion, etc., etc., etc. Bon, les grands philosophes, bon. Et puis, je vous offre la paix, de la croissance, du bien-être, où je vous offre la guerre, la destruction, si vous m'écœurez, finalement, si vous essayez de me déploguer, tout ça. Il leur donne la construction d'un autre complexe de superordinateurs et il a montré vraiment qu'il était sérieux en faisant envoyer par Guardian et par lui-même 2 missiles nucléaires, justement, sur cette ville en Ukraine et l'autre vers le Texas. Et là, c'est là que la capitulation de l'humanité a lieu. C'est-à-dire que, OK, c'est correct, on te rebranche, et puis, sauf que la ville d'Ukraine, elle, reçoit la bombe, ils n'ont pas le temps de se sauver de ça. Donc, c'est le sujet du superordinateur qui est un maître chanteur, finalement. C'est un genre précis, pas uniquement de l'ordinateur, maître chanteur, mais j'ai un pouvoir et je vais vous éliminer si vous ne vous agenouillez pas devant moi. Ça, c'est le maître chanteur. Ce sont les gouvernements plus forts que les autres. Ce sont les militaires plus puissants que les autres. Et ça fuse de partout. Dès qu'on pense à l'intelligence que l'on reproduit dans une machine, ben c'est HAL 9000 ou CAL 500 en français dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui lui commence à menacer, il tue des gens, il essaie de négocier, puis bon, il se fait déconnecter. C'est le Terminator, finalement, qui se fait détruire. Et puis là, il y en a un qui vient, qui est plus gentil pour éradiquer l'autre méchant. Donc, c'est toujours le danger et avec une conclusion néfaste. C'est un maître chanteur qui fait du chantage, finalement. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer un jour avec les intelligences artificielles? Bernard de Montréal, dans une de ses conférences, a dit que
dans les mondes où des intelligences artificielles ont été créées et qu'elles n'ont pas été contrôlées à temps, il y a certaines de ces civilisations qui ont été éradiquées par leur propre création. Bon, croire ou ne pas croire, Bernard de Montréal, telle est la question. Je vous laisse y répondre avec votre âme et conscience et votre directeur de conscience à la confesse dans l'église de votre quartier. Mais la question se pose avec ChatGPT, parce que tout le monde voit venir, pas la domination du monde par ChatGPT, mais une espèce d'intrusion dans l'art, par exemple. On entendait la nouvelle présidente de l'Union des artistes au Québec, c'est le syndicat des artistes du Québec, et là, les questions se posent à l'UDA, qu'elles soient pour le moment justifiées ou non, si c'est juste des appréhensions de la part des membres. Mais là, avec ChatGPT, on peut écrire un livre, semble-t-il, mais si on ne donne pas de paramètres intelligents d'une personne intelligente, mais le roman ne sera pas intelligent. Même chose pour des scénarios. Des scénarios répondent à des lois d'écriture très précises, à la minute près, aux 40 secondes près, comme un roman. Ça se subdivise en tel nombre de pages, etc., etc., etc. Donc, la question se pose, on peut arriver à ça. Certaines personnes ont dit que des étudiants universitaires avaient fait faire leur thèse, leurs travaux scolaires universitaires par ChatGPT. Bon, où on est? Est-ce qu'on est dans le spectre envahissant de la conspiration de tout ce qui est nouveau et qu'on ne comprend pas, ou est-ce une réalité? Je ne sais pas. Moi, en faisant l'entrevue avec ChatGPT, j'ai vu qu'il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Puis j'ai vu des choses qui fonctionnent quand c'est, comme tu disais tout à l'heure, Richard, quand c'est factuel. L'histoire est dans les livres d'histoire, c'est dans des trucs dans Internet, sur des sites Internet. Ou la science, là, qui a été prouvée scientifiquement. Là. C'est ça, exactement. Et déjà, on parle que ChatGPT soit hacké, et c'est toi qui le mentionnais d'ailleurs tout à l'heure. Tout à coup, on a il y a comme un barrage éthique qui correspond à la rectitude politique d'aujourd'hui, que ce soit correct ou pas, je me prononce pas là-dessus. Mais comme tu disais, un merveilleux poème fait sur la culture noire, la richesse de cette culture-là, et faire sur la culture caucasienne. Et là, non, on ne veut pas le faire. Je te crois sur celle-là, ok, parce que t'es pas le seul à le dire. Alors voilà, est-ce qu'on est encore dans le spectre envahissant du complotisme inventé ou est-ce la réalité? Donc, si ChatGPT commence à se faire programmer, surprogrammer, reprogrammer pour correspondre à des normes sociales et ou éthiques et ou morales et ou religieuses, ben on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'on va avoir encore un nouveau curé qui va venir à la maison pour nous dire « Madame, il vous faut votre 10e enfant cette année-là. » Puis on ne pourra pas le mettre à la porte parce qu'on ne pourra pas modifier dans le film soi-même. Colossus, parce que j'ai posé la question. Oui, dans le film Colossus, là, oui, on les voit pris par des caméras qui surveillent tout. Et oui, l'inventeur de ce Colossus-là, lui-même, il dit, attends une minute, là, c'est bien beau de nous regarder puis de faire reconnaissance faciale. Il dit, je ressemble dessus puis tu vois qu'est-ce que j'ai l'air. Bon, mais au-delà de ça, je veux absolument que tu respectes mon intimité au moins 4 fois par semaine. Ouais. Quand je veux faire l'amour avec ma femme, ou c'est même pas sa femme, c'est sa maîtresse. La maîtresse. Bon. Alors le Colossus lui demande, c'est qui? Donne-moi le nom. Il passe à côté. Non, je t'ai demandé de me dire c'est qui. OK, on va t'accorder une nuit, 4 fois par semaine, avec ta maîtresse. Et il profite de ce moment-là où il rentre dans une pièce, il n'a même pas le droit de porter une montre. Rien. Oui. Nu comme un verre, rentre, tu te couches dans le lit, elle rentre, elle se couche dans le lit, et ils se sont déshabillés avant, sous la surveillance des caméras, puis ils s'en vont. Mais là, lui, il profite de cette femme-là, qui était sa secrétaire attitrée, très belle femme, pour finalement, ils vont finir par
va trop. L'occasion fait le larron, hein. Fait que, coucher avec une belle femme comme ça, pendant quelques nuits au début, ben, ils sont censés juste communiquer de l'information privilégiée, secrète, sans la divulguer, alors pendant qu'il n'y a plus de caméras qui surveillent. Ouais. Mais, d'ailleurs, tu me fais remarquer ce que j'avais pas réalisé, c'est la reconnaissance faciale, parce qu'on voit vraiment le zoom, puis on voit le petit carré autour de la tête des gens. Ça, on a vu ça dans la vraie vie il y a 5 ans à peu près, peut-être 10 ans en Chine. Ouais. Mais là, en 1970, reconnaissance faciale. Mais la fin, c'est la phrase qui est terrible, fossoyeuse. Elle dit « Vous allez être heureux avec moi. Vous allez m'aimer. Vous allez vivre heureux. » Et vous allez être guidé et vous suivrez mes conseils pour être heureux. Sinon, vous n'existerez plus. C'est ça. Alors, ça me fait penser à Yahvé. Faut être heureux avec lui dans le paradis terrestre. Sinon, il peut réussir et rapidement te chasser du paradis terrestre où tu es censé être heureux, vivre sans souffrir et sans mourir. Ouais. Alors, on approche de certaines prises de conscience sur la petite planète Terre, où on va arrêter de se taire, puis on va commencer à dire ce qu'on pense de tout ce qui se passe, puis on va être capable de pouvoir prendre une position humaine, parce qu'on a le droit d'avoir, non pas de perfection des idées, mais au moins, on a une nature humaine. L'ordinateur n'aura jamais la nature humaine. Ouais. Sauf M. Data dans Star Trek. Et dans la 3e saison de Star Trek Picard, il y a des surprises. Je te recommande, vu que tu aimes Star Trek, là, je te recommande de regarder la 3e saison de Picard. Ben, dans 2 semaines, je reçois Pierre-Charles Dubreuil, que tu connais bien. Je connais Pierre-Charles, on est amis Facebook. On ne s'est jamais rencontrés. Alors, je te le dis tout de suite, là, on est en train de mijoter une émission où il y aura Pierre-Charles Dubreuil et toi en même temps. Pour échanger justement sur Picard. C'est une série de Star Trek Picard et la finale vient d'arriver parce que ça prend du temps avant que ça se produise. C'est en français maintenant sur les torrents. Là. Ouais. Alors, je salue M. Dubreuil. Donc, tu acceptes l'idée de participer à l'émission. On sera les 3 là. Oui. Alors, il y aura le capitaine Kirk, il y aura le docteur McCoy, puis il y aura M. Spock. Il reste à savoir entre Pierre-Charles et moi qui sera Spock et McCoy. Mais vu que c'est ton émission, c'est toi le capitaine. Le Spock, c'est moi, ça? Non, toi, tu seras le capitaine Kirk, parce que c'est ton émission, c'est toi qui dis. Ah oui, si on veut. Mais quand j'étais à Hollywood, là, les mains de Spock sont dans le ciment. Ouais. Puis la forme de ses doigts, la longueur de ses doigts et la forme de ses mains, exactement comme les miennes. C'est une vraie farce. Tu sais qu'il avait marié une fille du Québec, hein, Léonard Nimoy. Ça, je le sais pas. Je sais que William Shatner est un Montréalais. Oui. Son père avait une mercerie, quelque chose comme ça. Et puis, il a joué au théâtre à Montréal. Il est allé à Toronto. C'est un acteur qui a joué, un acteur classique. Après ça, il est descendu à Hollywood. Puis là, les rôles se sont mis à s'aligner les uns les autres. Ouais. Et il a fait 2 ou 3 épisodes de la série Twilight Zone de Ron Serling, qui est comme la référence en tant que série d'anthologie qu'on appelle, c'est-à-dire une semaine, une histoire différente. Mais alors pour toi, Bruno, on va se quitter bientôt déjà dans notre heure. Est-ce que l'intelligence artificielle, le chat GPT, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas garder le contrôle quand même? ChatGPT ne prend pas des décisions. ChatGPT nous donne de l'information. Si elle est biaisée, elle va dénaturer la connaissance pour en faire une manipulation doctrinale qui va être imposée comme des dogmes, et on va tomber dans le piège d'une manipulation mentale globale d'une société qui va viser dans telle direction parce qu'elle a été nourrie de cette pensée-là, alors que dans un autre bout de la planète, ils vont être nourris dans le pensée au contraire. Ça va devenir des antagonistes totaux et ça va finir par faire un gros malheur.
Voilà. Ben, c'est ça. C'est que ChatGPT est un assistant. C'est un assistant. Oui. Mais il forme des phrases. L'affaire est, c'est qu'il comprend ta phrase, il comprend ta question et la réponse est compréhensible. Donc là, c'est là qu'on dit que l'intelligence artificielle se trouve, évidemment, mais ChatGPT ne prendra pas le contrôle de la planète. Ça serait demandé à des imprimantes et à des ordinateurs avec lesquels on peut écrire, qui vont prendre le contrôle des journaux et des publications dans le monde. C'est pas ça du tout. La question pour l'intelligence artificielle qui se trouve dans ChatGPT, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans. C'est que maintenant, elle existe. On arrive 20 ans à l'avance sur le point que les scientifiques nommaient la singularité. Ouais. C'est-à-dire le moment où une personne, un être humain, va communiquer avec un ordinateur, l'intelligence artificielle, sans voir la moindre nuance, la moindre différence. OK, ça l'a arrêté. Attends, il faut que je redémarre l'enregistrement. Dis pause. Bon, d'accord. Dans ChatGPT, on y est presque. Il y a seulement que, pour l'instant, on pose la question et repose la question. Vous m'avez posé telle question, voici ma réponse. Dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être terminé. Et qu'est-ce qu'on va voir dans 5-10 ans? Quand on va commander notre Saint-Hubert barbecue ou notre pizza royale, ça va être un répondeur, ça va être un service qui va coûter moins cher que de prendre un employé pour répondre au téléphone. Ça va être comme lorsqu'on commande par Internet, mais quelqu'un va nous parler, connaissant le menu, nous donnant les prix, nous donnant l'heure. Ça va être ça dans un premier temps. Et puis par la suite, on aura des choses brillantes, des recoupements extraordinaires qui vont se faire dans la culture. Un peu comme, comment il s'appelait? Jean-Charles de Fontbrune, qui avait utilisé, imagine-toi, un ordinateur en 1982 pour recouper les prophéties de Nostradamus, qui était arrivé sur une prophétie qui laissait entendre que le pape allait se faire tirer sous la rose ou je ne sais trop quoi. Et là, tout le monde l'a viré fou. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le premier traitement de texte grand public, puis il a fait une recherche. Il dit, trouve-moi un tel mot. Le truc de recherche de mots a fait le travail tout seul. Est-ce que ça a démoli la recherche? Pas du tout. Donc, c'est ça. Il est possible qu'on fasse des recoupements comme, exemple, les recoupements de Jean-Charles de Fontbrune pour Nostradamus. Michel Poulain pourrait en parler. Maurice Poulain. Maurice, voilà. Pourra vous en confirmer ça. Et c'est ça. Donc, on va avoir probablement des agrégations entre la pensée d'un philosophe et d'un autre, d'une manière qui n'a jamais été pensée. Des choses scientifiques pour lesquelles on n'a aucune espèce d'idée, mais dont on a tout devant nous pour créer quelque chose de nouveau. Et ça a déjà été fait, à moins que ce soit encore des informations venant du spectre envahissant du complotisme, des nouvelles formes d'hélices pour des drones, des bateaux, des avions, dans lesquels l'hélice n'est pas seulement l'hélice, mais elle est plus épaisse, elle va chercher beaucoup plus d'appels d'air, puis tout est là. Mais c'est impossible à fabriquer à la main. Il faut que ce soit imprimé, une impression laser, une impression 3D, pardonnez-moi. Donc, on est devant ce genre de choses-là. Alors, imagine-toi, on arrive au point où on va nous dire qu'il y a une trace observable des effets secondaires de la présence de la vie dans l'atmosphère d'une planète à 20 années-lumière de nous. On va nous annoncer que finalement, Mars a eu de la vie et qu'on le savait depuis Viking 1 et 2, mais le paramètre de recherche n'incluait pas ce que l'on a découvert depuis, c'est-à-dire les extrémophiles, les formes de vie qui sont en dehors du pain puis de la viande ordinaire qu'on a sur Terre et qui peuvent vivre dans des conditions absolument aberrantes, c'est-à-dire dans le vide de la Lune. Il y a une colonie de microbes sous une sonde lunaire américaine qui a été découverte par Apollo 14, 15, 16 ou 17. Donc, on est sur le point de pouvoir de rabouter ensemble des choses que l'on n'était pas capable. OK.
Oui. Clé d'un contact avec une culture extraterrestre ou aliénigène, tu comprends? Parce que ça va calculer de façon extraordinaire et on va pouvoir, la machine va pouvoir reconnaître des signes, créer, comprendre un alphabet, de tout ça, au-delà de la capacité de calcul de l'individu. Mais il y aura malheureusement aussi une qualité dans l'intelligence artificielle qu'on n'aimera pas trop. C'est le contrôle des individus. Vers le bas. C'est ça. Fait que finalement, on va demeurer l'humanité pareille. Quand tu vas commander ton Saint-Hubert barbecue, puis tu te dis ça va être un répondeur qui va être une personne qui sera personne biologique, ça va être une intelligence qui va te répondre avec une belle voix de fille gentille qui va te parler en français si tu lui parles en français, en anglais, en japonais, en chinois, pour Saint-Hubert barbecue. Puis les barbecues, il n'y aura pas personne qui va les manipuler, ça va tout être des poignées de des robots manipulateurs qui vont prendre la cuisse, la poitrine, qui vont préparer ton plat. Puis après ça, ça va être envoyé par un service de livraison qui livre chez vous le poulet, puis qui livre chez le voisin la bébelle qui est recommandée. Oui. Mais on te livrera pas de poulet chez vous si c'est toi qui commandes pour du poulet alors que tu souffres d'embonpoint, puis que le poulet avec le gras, c'est mauvais. Alors pour toi, ça va être interdit de prendre du poulet. On va t'offrir à la place des sortes de salades. C'est ça qu'il va falloir que tu te contentes d'avoir parce que tu n'auras pas accès à ce que tu as le goût d'avoir. La liberté de l'être humain va être sous contrôle total pour ton bien, mais pour ton bien, mon ami. Mon pauvre Richard, là, tu me fais beaucoup de peine et tu me fais surtout très peur parce que je suis... l'alimentation du Bruno d'Amérique, n'est-ce pas, se compose de spaghettis, de hamburgers, de poulet, de toast, de chips, de chocolat. Tant que tu es en santé, ça veut dire que ça te convient, tant que tu es en santé. Mais le jour où tu t'en vas à l'hôpital parce que tu as des problèmes de brûlement d'estomac ou pire que ça, là, ils vont te dire, non, vous souffrez de diabète parce que vous avez mangé trop de sucre, vous faites ci, vous faites ça, alors vous ne pouvez plus manger ces choses-là. Mais si tu te plains pas, puis si tu es en santé, tu vas avoir carte blanche. Aucun problème. Ben, comme quelqu'un qui passe sur la lumière rouge, on lui donne un ticket. Mais dans un futur, si tu passes sur la lumière rouge parce que tu n'as jamais d'accident, parce que tu es prévoyant, mais qu'il est 2h30 du matin, et tu as regardé, il n'y avait pas de danger, il n'y a rien, bon, ben tu passes. Et tu as la carte qui te permet de passer sans manger de ticket. Sinon, avec la 5G, ton moteur s'arrête. Tu es pris à 3h du matin sur le bord du chemin, l'auto ne marche plus. Monsieur, vous avez encore fait une infraction au code routier. Vous allez être obligé d'être towé ou de prendre un taxi pour vous rendre à votre maison, etc. Ouais. Mais ça, c'est la dystopie qui vient des mauvais côtés du crédit social en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, reconnaissance faciale, ouais. Tu craches à terre, cling, 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 tu perds 10 points. Puis tu aides une grand-maman à traverser la rue, 10 points pour Gryffondor, puis tu comprends? Oui, ça monte et exactement. Ça baisse comme ça. Puis tu grilles un feu rouge, tu perds des points. C'est un outil de contrôle social dans un pays qui a maintenant plus d'1 milliard d'habitants. Alors, tu n'as jamais fait le parallèle? Quoi? On est rendu à 8 milliards, 9 milliards, je me souviens plus. Là. As-tu fait le parallèle déjà entre Colossus et Yahvé? Yod, He, Vav, He, 4 lettres, comme la NASA, N-A-S-A, NASA. La NASA, ou Colossus, ou Yahvé, c'est des super intelligences indépendantes de la nature humaine, qui observent la nature humaine, qui donnent des ordres et qui veulent contrôler, parce que au-delà de ça, il existerait une société de dirigeants omnipotents, qui ont l'œil partout, qui voient tout, qui savent tout, mais ils ont tout mis ça dans les mains de machines automatisées, qu'on appelle, nous, l'intelligence artificielle. Et à partir de là, eux se reposent, ceux qu'on appelle les dieux grecs, les dieux qui vivent sur le mont Olympe, qui vivent toujours sur le sommet des montagnes, difficile d'accès. Et ça leur permet, eux, de bénéficier de la belle vie, parce que en bas, ils peuvent être heureux s'ils respectent ce qu'on leur commande de faire. Commande de manger, commande de penser, commande d'agir. Ben là, on a déjà tout ça dans l'éthique.
On a déjà ça chez les jeunes contestataires, hein, les jeunes d'aujourd'hui qui donnent des Ouais, leçons ouais, ouais. à des reliques comme nous. Ça existe déjà. C'est une façon de Tout voir ça, la tu chose. donnes combien de temps? Parce que là, le temps compte. On va se faire couper encore bientôt. Dans combien de temps tu penses que tout ça va finir par éclater au grand jour et que ça va devenir un peu comme dans le film Colossus, un non-retour, où c'est la paix imposée, où c'est la destruction qui va être faite automatiquement par des humains qui ne pensent qu'à dominer, qu'à dominer, qu'à dominer. Ben, tant pis pour vous autres. Dominez, essayez de voir, et vous allez voir que le domino va s'écrouler. En domino, tout va disparaître. Ouais. Ou alors c'est la paix. Mais la paix, ça a des conditions pour avoir la paix. Pour être comme à Shambhala. Shambhala, ça veut dire la ville de la paix. Ça veut dire le lieu de lumière et de paix. Comme Yerushalayim, Jérusalem. Quand il y aura la paix à Jérusalem, on dit qu'il y aura la paix partout sur la surface de la terre. C'est le point d'observation pour savoir si l'être humain arrive à s'entendre. Et y a-t-il une place où ils s'entendent pas depuis la Deuxième Guerre mondiale? Il y a toujours de l'intifada, ça a été la guerre des roches, ça a été continuel. Et ça continue encore, c'est pas fini. Et là, ils veulent bâtir le troisième temple de Jérusalem. Fait que, évidemment, on comprend qu'on s'en va encore vers un autre affrontement qui va être toujours raisonnable et explicable comme la Terre est plate, parce que ça peut s'expliquer pour ceux qui sont sûrs que c'est vrai, c'est là la vérité. Les scientifiques nous ont menti tellement de fois qu'on les croit plus. Puis on revient aux vieilles doctrines qui nous récupèrent un peu avec une espèce de sagesse ancienne qu'on comprenait pas, mais on pense qu'il y avait raison. Ils n'ont pas plus raison non plus. Fait que l'être humain est un peu désœuvré, démuni, perdu, et on le disait dans les textes sacrés, même les élus seraient troublés si c'était possible. Mais les élus ne peuvent pas être troublés, parce que s'ils sont élus, ils sont justes, ils savent. Et quand tu sais, tu le sais. Mais tu t'arranges pour t'enlever du chemin quand ça commence à se battre. Ben Bruno, on te revoit probablement dans 2 semaines avec Pierre-Charles Dubreuil. On va aborder encore ensemble la science-fiction, les messages à travers les films, à travers les séries télévisées, et on va comprendre que on nous a prévenus de tout ce qui arrive et ce qui arrivera. Si on était en 1970, on aurait vu Colossus, on serait dit, ça se peut-tu des petites télévisions en couleur? Puis on se parle comme si on était à la télévision. Hey, la télévision, c'est des affaires d'État, puis ça prend des grosses caméras. Mais aujourd'hui, on est rendu là. Hein? On se parle, toi et deux, là. Puis... Exactement. Donc, toute science-fiction n'est pas bonne, mais la bonne science-fiction, elle est brillante. Puis dans le cas de ce film-là, c'est méconnu. Je veux dire, les gens ne voient que ce qui existe que depuis leur naissance. Ben, merci beaucoup, Bruno. Ben, merci à vous. Tu acceptes l'invitation pour dans 2 semaines avec oui, Pierre-Charles? Oui. Ben, bravo. Alors, mesdames, messieurs. Le supplément à cette émission sera disponible dans le Club créé, qui est accessible à l'adresse orandia.ca. Et le Club créé ajoute à tous les mois 3 vidéos d'environ 1 heure en supplément aux vidéos Orandia du samedi soir. Déjà pour les mois de janvier, février, mars et avril est en progression. D'ici quelques jours, la partie supplémentaire à l'émission que vous venez de voir sera disponible aux abonnés du mois d'avril. On retrouve des extraits de la rencontre ufologique qui a eu lieu à Québec, du groupement Garpan,
ainsi que d'autres réflexions de notre ami Bruno. Ne manquez pas de lire dans le complément surprenant à l'adresse orandia.com et non à l'adresse orandia.ca comme pour aller dans le Club Craig. Ce sont toujours des éléments visuels, textuels ajoutés par notre ami Gilles Surprenant dans ce complément surprenant disponible à l'adresse orandia.com. Merci aux abonnés du Club Craig. C'est grâce à vous si on peut maintenir les vidéos Orandia du samedi soir à tout le monde. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. Tous vos commentaires sont lus, ici comme dans le Facebook. Ne vous gênez pas, sous le vidéo Orandia ici sur YouTube, c'est toujours lu et c'est bon pour tout le monde. Au plaisir et à bientôt.